Bon, j'ai beaucoup de slides, mais il y en a sur lesquels je vais passer très vite, n'ayez pas peur. Maîtrise de la langue française, c'est d'abord la question de la maîtrise de la langue. Alors, j'ai mis une citation de Mandela que je trouve très très belle. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Et il y a quelque chose d'assez profond pour le moment dans tout ça, quoi. Alors, je me suis amusé à rappeler les discours de nos hommes politiques dans une langue étrangère. Donc, il y a des chefs-d'œuvre, hein, la déclaration de Gaulle à Ber- Mexico est Bernard, un... Oui, excuse-moi, juste il disait aussi Nelson Mandela, il faut mettre en prison et libre dans sa tête ah oui. Et donc, que d'être que d'être libre et en prison dans sa tête. Bah, bon, bref. il y a De Gaulle là, qui a un accent espagnol. Alors, moi qui parle espagnol, il a un accent espagnol absolument épouvantable, mais tout le monde comprend De Gaulle. La mano en la mano, je vous en fais grâce. Bon, il y a Chirac, évidemment, en 96. Vous voulez que j'en revienne à l'avion. Alors, il y a la conférence de presse en 76, quand Gerald Ford a succédé à Nixon, qui a démissionné pour l'affaire du Watergate. Giscard va aux États-Unis et parle anglais. Et il dit I will be my own interpreter. Sauf qu'il le dit avec son accent auvergnat. Et je vous conseille de retrouver ce passage, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, il y a le contre-exemple, c'est Jodie Foster qui, elle, parle très, très, très bien français, à tel point d'ailleurs qu'on croit qu'elle est française, elle ne l'est pas du tout, mais elle a appris le français aux États-Unis, dans une école française, et elle a un français extraordinaire, c'est vraiment phénoménal. Alors récemment, vous avez une journaliste, une élue républicaine qui a critiqué fortement une journaliste française en se moquant de son accent anglais lors d'une conférence de presse après le crash aérien, vous savez, qui s'est produit à Washington. Et sur son tweet, elle a dit ah ben qu'est-ce que vous trouvez ça c'est curieux comme cet accent qu'elle a cette reporter, hein, faudra mieux les foutre dehors, hein, toute cette presse étrangère. Vous voyez comme on est dans la subtilité, dans la finesse. Alors dans la littérature, vous avez évidemment Pagnol qui parle de l'oncle Jules qui roulait les airs comme un ruisseau roule de gravier, donc ça c'est très très beau. Vous avez la chanson de Bécaud que vous connaissez peut-être, alors pour ceux qui ont mon âge ou qui sont peut-être plus vieux, les marchés de Provence où il se moque, mais pas méchamment, de l'accent qu'il y a dans le sud, et c'est très très beau, hein. Si vous connaissez pas cette chanson, elle est très très belle. Vous avez Mireille Mathieu. Alors j'aime pas Mireille Mathieu, mais elle fait partie de notre culture nationale, qui nous rappelle qu'elle avait gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille, et elle le dit avec son accent. Et dans la presse, bah, vous avez des railleries. Vous avez la journaliste Agathe Lambray, dont vous avez certainement remarqué qu'elle parle avec le nez, hein. Elle est très très nasillarde. Personnellement, moi je m'en contrefous, mais elle s'est fait moquer par du public, la presse, etc. Alors je vous parle pas de l'ancien Premier ministre Jean Castex qui a été moqué en raison de son accent du Sud. Il y avait un petit raillerie, une petite hauteur de la bourgeoisie parisienne envers cet homme de province avec un accent du Sud. Il y avait un arrière-fond qui n'était pas très clair dans cette affaire. Enfin, ça, c'est ce que j'ai ressenti en tant que provincial, mais c'est subjectif. On a beaucoup moqué l'accent de Karl Lagerfeld, qui parlait français, mais avec un accent allemand. Et puis, bon, je pourrais citer Charles Pasqua, Jane Birkin, mais qui savait jouer aussi de ses fautes de français, qui, je pense, elle nourrissait d'ailleurs, hein, pour conserver ce charme. Jean Lassalle aussi. On pourrait comme ça citer plein d'exemples. Alors, pour revenir à mon sujet, ben, alors là, c'est un Everest de choses que je n'ai pas le temps de traiter avec vous, c'est étudier la linguistique et voir ce qu'est langue pour les linguistes. Alors, c'est fantastique, c'est passionnant. Et vous avez parmi les linguistes un auteur assez connu qui nous dit que la langue, c'est d'abord un instrument de communication. Et alors ensuite, il rentre dans les détails, dans les phonèmes, les monèmes, etc. Et vous avez beaucoup d'experts qui nous expliquent que nous tous, autant que nous sommes dans le monde, nous n'avons pas, selon les parties du monde où nous naissons, les mêmes capacités à parler les langues parce que nous n'avons pas le même champ de phonèmes et de monèmes dans la tête, hein. Un exemple qui peut se vérifier, je l'ai vérifié dans ma famille et je vous certifie que c'est vrai, un Brésilien peut très bien comprendre un Espagnol, même s'il n'a jamais appris l'espagnol. Un Espagnol ne comprend rien à un Brésilien qui parle son portugais du Brésil. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas les mêmes phonèmes dans la tête, hein. C'est quelque chose qui est assez effrayant. Alors, euh, dans l'entreprise, je suis parti d'hypothèses que j'essaie évidemment de vérifier. J'ai vraiment évidemment l'impression que la langue, le français en l'occurrence, est un instrument de communication au travail, mais nous verrons que la langue parlée n'est pas que le français d'ailleurs. C'est un instrument de communication dans les rapports collectifs comme individuels. Mais c'est aussi, lorsqu'elle est bien maîtrisée, un élément qui contribue à la santé mentale et même à la sécurité des salariés. La langue a un très 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 grand impact sur la sécurité au travail. On va le voir également. Donc première chose, la langue parlée, instrument de communication au travail. Deuxième chose, la langue maîtrisée autant que possible, qui contribue à la santé, on verra, physique et mentale, et à la sécurité des salariés. Alors d'abord, la langue parlée, instrument de communication au travail. Alors là,
Sur un sujet pareil, j'ai tourné mon plan dans tous les sens et je ne trouvais jamais une bonne solution. Donc, je suis revenu dans les fondamentaux en une distinction vraiment basique entre les rapports collectifs et les rapports individuels. Pardonnez-moi, mais bon, voilà. Quand un sujet est un peu difficile comme ça, qu'il n'est pas vraiment juridique, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, c'est un peu artificiel comme distinction, mais ça permet de couvrir les grandes questions, sachant qu'il y a des tas de questions que je n'ai pas traitées hein, dans mon sujet d'aujourd'hui, en particulier lorsque les collectivités publiques font des appels à des contrats, à des offres, etc. Et qu'il y a eu l'époque où on évoquait la fameuse clause Molière, dans laquelle on exigerait que ceux qui travaillent après un appel comme ça puissent soient capables de parler français sur un chantier. Il y a tout un ensemble de questions que je ne peux pas traiter, mais qui sont aussi finalement dans le sujet. Alors, pour en venir au droit du travail plus strict, dans les rapports collectifs de travail, la langue est un instrument de communication. Et d'ailleurs, si vous avez lu ou si vous lisez ou si vous voyez les vidéos excusez-moi, de Suppiot, Alain Suppiot, quand il a écrit en 2011-2012 La gouvernance par les nombres, et la version vidéo de son ouvrage, dans les premières pages de son bouquin, il rappelle que la première norme extérieure à nous tous, c'est la langue. Avant d'être le droit, c'est d'abord la langue, l'hétéronomie première. Et c'est ce qui fait le lien, la communication entre les êtres, les gens. Et il dit sans une langue commune, eh bien, on n'arrive pas à communiquer. Et c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler. Alors, en droit du travail, dans les rapports collectifs, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, et je l'ai appris quand j'étais moi-même salarié. Étant jeune, j'étais salarié, hein, je n'étais pas du tout universitaire au départ. C'est que quand on regarde, par exemple, les conditions pour être éligible autrefois au CE ou à la fonction de délégué du personnel, les premiers textes exigeaient que nos candidats éventuels sachent lire et écrire en français. C'était écrit en toutes lettres dans le Code du travail. Et puis ensuite, on a réformé le texte en disant, pour favoriser l'accès à la candidature de gens qui n'étaient peut-être pas parfaits à l'écrit, qu'on sache au moins s'exprimer en français. Vous voyez, la barre est un petit peu baissée pour favoriser les choses. Et alors, cette exigence de savoir s'exprimer en français pour être candidat au CEOL, elle a totalement volé en éclats au moment des lois Auroux. Alors, j'en ai parlé à Jean Auroux, non pas quand il était venu à Rennes à l'anniversaire de l'ISTO, mais quand je l'ai fait venir à Angers l'année d'après, pour les 40 ans des lois Auroux. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez supprimé cette exigence? C'est un élément d'intégration, la langue. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais il dit, on l'a quand même fait parce qu'on estimait qu'il fallait pas freiner les candidatures et surtout qu'on a un problème de candidature dans beaucoup d'entreprises. Donc, si la langue est un barrage, il faut faire sauter ce barrage. Alors, personnellement, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Alors ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a aucune haine envers les étrangers dans mon propos. C'est pas du tout ça. C'est parce que je pense que maîtriser la langue, c'est mieux pour que l'étranger puisse s'intégrer dans une communauté qui n'est pas la sienne, et ça permet aux autres de mieux le comprendre. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée, mais j'ai bien compris l'intention qui était d'ouvrir au maximum le champ des candidatures, bien entendu. Alors, ensuite, en droit du travail, un peu en dehors du travail, les conseillers prud'hommes. Alors, il n'y a pas d'exigence de parler français, mais il y a l'exigence de la nationalité française dans le Code du travail pour être candidat à la désignation, j'allais dire l'élection, lapsus lié à l'histoire, pour être conseiller prud'homme. Et il y a même d'ailleurs un texte qui dit que le mandat peut prendre fin quand on perd la nationalité française. Alors, très honnêtement, j'ignorais complètement que ce texte existait. Je l'ai découvert pour préparer cette matinée. Sinon, pour être administrateur d'un syndicat, ben, même chose, on vous dit que on ne distingue pas selon que vous êtes français ou pas français. Alors là, on s'en moque complètement, puisqu'il y a dans le 21-31-5 l'idée que quand on est français dans un syndicat professionnel et qu'on veut avoir une mission d'administration ou de direction du syndicat, il faut jouir de ses droits civiques et n'avoir aucune interdiction des champs, etc. Et sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger qu'à 18 ans, adhérent à un syndicat, peut aussi devenir administrateur, etc. Et il n'y a aucune référence ici faite à la maîtrise de la langue française euh, pour être administrateur d'un syndicat. Bien sûr, dans les conventions accords collectifs, on sait tous que ces documents, ces textes doivent être rédigés en français. Et le code ajoute d'ailleurs que toute clause qui serait rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle fait grief. Parce que si la clause est en langue étrangère mais qu'elle ne vous fait pas grief, vous pourriez très bien la considérer qu'elle vous est opposable parce qu'elle vous est favorable. Je pense à certaines clauses concernant des éléments de calcul de rémunération qui sont exprimés dans la langue anglaise et qui en fait ne sont pas du tout défavorables aux salariés. Donc il a tout intérêt à considérer que bien qu'on ait utilisé la langue de Shakespeare et pas la langue de Molière, elle s'applique à lui sans difficulté aucune. Alors, je vais passer rapidement sur les textes concernant le comité d'entreprise européen et autres. Vous avez toujours la même formule. Il y a toute une série de documents qu'on doit donner aux représentants des salariés dans ces instances.
Et on impose évidemment, pour la partie, j'allais dire française, que le représentant des salariés bénéficie d'une version française des documents qui émanent du comité d'entreprise européen lui-même à un certain niveau. Donc c'est la même chose pour le comité de la société européenne, c'est la même chose pour la société coopérative européenne, hein, je vous en fais grâce. À chaque fois qu'il y a une documentation qui est transmise aux représentants de ces salariés, il faut qu'ils aient au moins une version française pour y comprendre quelque chose. Voilà, donc il y a comme ça tout un ensemble de textes dans le Code du travail qui, au plan collectif, impose la langue française pour des raisons de commodité. Et il y a aussi quelques statistiques, notamment des statistiques qui ont une dizaine d'années maintenant, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Elle a montré que 26% des salariés des entreprises de 20 salariés et plus ont un travail qui implique de parler et ou écrire une langue étrangère. Et la langue étrangère, c'est dans quasiment 90% des cas, d'ailleurs, l'anglais. Il y a quand même 10% des cas où c'est pas l'anglais. Et 32% des salariés sont également amenés à lire des documents rédigés dans une langue étrangère. Et parmi eux, 22% déclarent que cela gêne le bon déroulement de leur travail. Ça, c'est très intéressant. Alors, on peut avoir une première attitude qui consiste à dire, oh là là, ces satanés français qui parlent mal les langues étrangères. Je pense que c'est un peu impensif parce que c'est plus aussi vrai. Ça a peut-être été vrai, mais il y a plein de Français qui parlent très très bien les langues étrangères. Et puis dans le travail et dans les enfers, on n'a pas besoin d'avoir un merveilleux accent. Ce qui compte, c'est d'être compris, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors voilà, pour les relations collectives, y a beaucoup de textes. J'ai pas trouvé de jurisprudence très intéressante sur le sujet. En revanche, il y en a beaucoup plus dans les relations individuelles et sur l'impact de la connaissance ou de la non-connaissance ou de la maîtrise, de la non-maîtrise de la langue française ou même, pourquoi pas, d'une autre langue. Et alors, on découvre que dans ce cas-là, la langue, c'est un élément qui doit être un élément, qui peut être un élément d'identification d'une personne, ce qui n'est pas choquant, dès lors que ça n'est pas une cause de stigmatisation, je vais y revenir. Mais par ailleurs, c'est aussi un élément d'intégration à la communauté de travail. Donc, ce sont deux idées sur lesquelles je vais m'arrêter maintenant un peu plus longtemps. J'ai été rapide sur l'aspect collectif dans les slides qui suivent. D'abord, dans les relations individuelles, élément d'identification, mais pas de stigmatisation. Alors, pas de stigmatisation, pourquoi? Ben parce que vous avez le 1132.1 du Code du travail sur la liste des discriminations prohibées qui nous rappelle, alors j'ai mis évidemment juste l'extrait qui m'intéresse, non, jamais que on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de sa langue, ça n'est jamais dit. Mais vous avez par des motifs de discrimination prohibés un moyen d'accéder finalement à une situation dans laquelle quelqu'un serait moins bien traité, maltraité, stigmatisé en raison de sa langue, qu'il parle mal, qu'il parle bien, avec un accent, etc., etc. Et donc vous avez 1132.1 qui nous dit qu'on ne peut pas écarté d'un recrutement, c'est important. On ne peut pas sanctionner ou licencier quelqu'un en raison de son origine. Le rapport avec la langue peut apparaître. Son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Son nom de famille, son lieu de résidence, son handicap. Car vous avez des personnes qui, j'ai pas de contentieux, mais j'en ai entendu parler il y a des années, une personne qui était bègue au travail et son bégaiement était un handicap en réalité et elle en subissait une très très grande souffrance. La capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ça je le garde pour la bonne bouche, pour la fin, j'y reviendrai dans un instant. Alors, j'ai cherché un peu de jurisprudence et bizarrement, il n'y a pas tellement d'arrêts de la Cour de cassation sur ces sujets, mais il y a beaucoup d'arrêts de Cour d'appel dans lequel on se pose la question de savoir si l'attitude qu'on a envers quelqu'un parce qu'il parle bien ou pas bien français ou parce qu'au contraire, il parle une langue étrangère qu'il mélange avec le français pouvait devenir un cas de discrimination. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a de la jurisprudence concernant par exemple la phase de recrutement où il y a des entreprises qui refusent d'embaucher une personne parce qu'elle ne correspond pas au test et elle ne maîtrise pas le français ou une autre langue qui peut être exigée. Et donc, ceux qui sont éconduits disent c'est de la discrimination, hein. En réalité, vous me discriminez en raison de mes origines à travers cette histoire de langue qui n'est qu'un faux semble. Alors, dans cet arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, qui a déjà quelques années, hein, 18 novembre 2008, n'a pas été considéré comme une discrimination, en l'occurrence fondée sur l'appartenance à une ethnie, une nation, une race, etc. Le refus d'embaucher un candidat au poste de conducteur de ligne, au motif que les tests passés ont révélé une maîtrise insuffisante de la langue française, alors que le poste exigeait une réelle capacité de communication et d'expression écrite. On a considéré que dans cette hypothèse-là, cet arrêt est critiqué hein, par certains auteurs qui considèrent que ça reste une forme de discrimination. Mais on sent bien que les juges du fond voient là-dedans qu'au fond, la maîtrise de la langue fait quasiment partie de l'intuitus personné du contrat de travail dans cette hypothèse. Et donc, comme on en fait une condition de recrutement, ben, on peut ne pas vous prendre si vous ne parlez pas la langue. Dans la vraie vie, c'est quelque chose qui existe assez souvent, hein.
on recrute quelqu'un parce qu'il va bosser avec une fille à l'étranger en Espagne, ben, on exige qu'il maîtrise la langue espagnole un minimum. Et s'il ne sait pas parler un mot en espagnol, on ne va pas le recruter. Et moi, je n'y vois pas de la discrimination. Moi, j'y vois tout simplement une règle de praticité et de bon sens pour effectuer correctement le travail. Alors, autre affaire très intéressante qui a suscité énormément de commentaires et de réactions tous azimuts, lorsque vous êtes dans des organismes de formation, où là, il faut à la langue, et là, on attend de quelqu'un qu'il maîtrise une langue pour l'enseigner à d'autres. Eh bien, même chose, on a considéré que ce n'était pas une discrimination fondée toujours sur la même cause. Le refus d'embaucher un salarié anglais d'une entreprise anglaise travaillant en France dans un service de traduction qui avait été subordonné à une condition de parler le français comme étant la langue maternelle, native French speaker. Et donc, cette personne parlait en fait français tout en étant anglais, mais ça n'était pas sa langue maternelle. Et la personne a dit, mais peu importe au fond que ce ne soit pas ma langue maternelle, dès lors que bien qu'en anglais, je parle correctement le français, je peux faire mon job et gérer le service de traduction qui est important dans cette entreprise. Et on peut effectivement se poser cette question. Mais eux avaient considéré que la maîtrise du français par quelqu'un qui est natif de France n'est pas la même que quelqu'un qui est étranger et qui parlerait français. Alors là, c'est un débat à n'en plus finir. En l'occurrence, la Cour d'appel ici a dit que l'exigence de la langue maternelle répondait à un objectif légitime et qu'elle était proportionnée à cet objectif. On peut tout à fait critiquer cette jurisprudence, notamment parce que qu'on soit français d'origine, qu'on parle français par sa naissance, ou qu'on soit anglais qui maîtrisons très bien le français, on pourrait dire qu'au fond, l'essentiel, plus que la langue qu'il faut maîtriser, c'est les qualités parfois pédagogiques. Alors là, on est dans la traduction, mais quand vous avez des organismes de formation, ce qui importe, c'est la pédagogie. On peut très bien avoir quelqu'un qui est un Français d'origine, qui a la langue de naissance française, mais qui finalement n'est pas un très bon pédagogue, alors que mon anglais, qui parle très très bien le français, pourrait être un excellent pédagogue pour apprendre la langue à différentes personnes. Et donc, il y a un vrai débat là-dessus. Hein. L'affaire n'est pas close, je vous la soumets, etc. En revanche, on a eu des cas où on a vu des vraies discriminations lorsque on refusait d'embaucher, en l'occurrence, deux commis de salle, l'un qui était sénégalais, l'autre qui était antillais, pour des raisons linguistiques. On leur a dit non, non, on vous prend pas parce que vous parlez pas bien français, c'est effrayant, etc. Alors, il s'est avéré que l'argument ne tenait pas la route 2 secondes, puisqu'en fait, l'entreprise avait déjà recruté un jeune néerlandais qui parlait très, très peu le français, et que le responsable de recrutement a confirmé le vrai motif du refus d'embauche, qu'il ne maîtrisait pas tout à fait bien le français. Et en plus, comble du comble, cerise sur le gâteau dans un restaurant, si j'ose dire, quand on a examiné le fichier du personnel, on a confirmé qu'aucun commis de salle de race noire n'était employé, à la différence du personnel de cuisine. Donc il y avait quand même un sacré sous-entendu assez lourd derrière cette affaire. D'accord? Bon. Alors, vous avez parmi la liste des discriminations prohibées une qui a été rajoutée lorsqu'il y a eu la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle, qui a introduit un nouveau motif qui, quand on n'est pas dans l'histoire de ce motif, est surprenant, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il ne faut pas que ce soit un motif de discrimination. Bon alors, je vous ai mis, quand vous aurez le support, vous pourrez lire ça tranquillement si ça vous chante, mais ça visait la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, y compris d'ailleurs une langue vraiment étrangère, mais c'est surtout un plaidoyer pour les langues régionales. C'était ça la volonté des députés qui sont à l'origine de cet amendement. Euh, Ils ont voulu il fallait protéger les langues régionales et de ne pas en faire un prétexte pour ne pas recruter une personne, par exemple. C'était ça leur idée. Alors, le défenseur des droits avait donné son avis sur ce projet de loi en disant attention quand même à ce qu'on ne soit pas un peu borderline. Mais non, non, leur volonté, c'était uniquement ça. Alors, je vous ai rappelé les langues régionales qui existent en France. Hein, je vous en avais la liste, le picard, l'alsacien, le flamand, le créole guadeloupéen, le kanak, le breton, le gallo, enfin bref. Et c'est le souci de protéger les langues régionales qui est à l'origine de cette cause de discrimination prohibée. Alors, au-delà de la langue elle-même, qu'on parle plus ou moins bien, il y a l'accent. Et donc, je peux très bien parler français en n'étant pas français, mais avec un accent qui est lié à mes origines. Bon. Alors moi, personnellement, j'ai tendance à penser que l'accent d'une personne étrangère peut être un élément de charme dans son expression, mais ça, c'est extrêmement subjectif. Ça peut être même un élément de séduction. Mais en fait, non, il y a aussi des hypothèses où il y a des gens à qui on refuse tout simplement l'embauche en disant, écoutez, vous parlez français, mais avec votre accent, c'est pas possible. Alors, on va pas vous garder. Vous imaginez la tête que vont faire les clients s'ils vous entendent. Alors ça, clairement, ça porte un nom, c'est la glottophobie. C'est-à-dire que on fait une forme de discrimination en raison de l'accent d'une personne. La glottophobie n'est pas une cause de discrimination qui est dans le Code du travail. Il y a eu une volonté d'en faire, de la rajouter, qui n'a pas abouti. Il y a eu une proposition de loi en 2020, je crois que c'était
au moment du Covid, mais qui n'a pas abouti. Pourtant, dans la réalité, nous connaissons des situations où l'accent a fait qu'une personne n'a pas été crue. Des affaires abominables, notamment l'affaire de cette opératrice du SAMU qui a été condamnée en correctionnel par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour non-assistance à personne en danger. En 2024, elle a été condamnée. Les faits remontent à 2019, je crois, lorsque vous avez cette jeune femme qui l'appelle et on a ici tout le dialogue entre elles. Alors ce dialogue ne montre pas grand-chose. Sinon une petite moquerie à un moment lorsqu'elle dit Madame, j'ai très mal, je vais mourir et que l'opératrice lui répond On va tous mourir, ce qui est effectivement très intelligent. Non, ce qu'on ne voit pas dans le dialogue, c'est que la jeune femme a un accent. Et clairement, la personne qui l'écoutait, alors elle avait peut-être aligné 10 heures de boulot d'opératrice, hein, c'est un élément humain qu'on peut prendre en compte aussi. Clairement, elle l'a pas cru parce que son accent faisait que pour elle, le discours qu'elle avait n'était pas crédible. Et là, c'est tout le problème de la connaissance des langues, de la musique qui accompagne une langue, qui fait qu'une personne peut dire une chose dans sa langue qui est quelque chose de sérieux, mais qui dans une autre langue, une musique pareille est quelque chose qui n'est pas sérieux, qui fait rire, etc. Et ça, c'est le problème des langues. C'est un manque de culture, en fait, et de connaissance des langues qui fait qu'on se méprend sur la position et la volonté des gens. Je me souviens d'un spécialiste linguistique dont le nom me reviendra, qui expliquait même que la forme de notre visage était fonction de notre langue, parce que la prononciation des mots crée au niveau des zygomatiques et des muscles de la face des déformations avec les années. Et donc, nous avons des propensions à avoir une bouche qui va à telle ou telle forme en raison des mots que nous prononçons. Et dans telle langue, on peut avoir un visage qui est dû au prononcé d'un mot qui, dans une autre langue, pourrait passer pour du mépris. Hein, vous avez des prononciations dans certaines langues où vous avez besoin d'avancer un petit peu la bouche vers l'avant, comme ça, boucher un peu les lèvres, qui pourrait passer pour quelqu'un qui est un peu méprisant. Alors qu'en fait, c'est pas du tout du mépris. C'est les exigences de la musculation du visage qui sont associées au prononcé de la langue, qui créent des ambiguïtés. Mais tout ça, ben, c'est un problème de connaissance et de culture, bien entendu. Alors, il y a quand même de la jurisprudence, et vous avez un contentieux de la Chambre criminelle de la Cour de cassation où le délit pénal de harcèlement moral a été reconnu, dont a été victime un collègue qui était dans une entreprise africaine. Et clairement, l'un des éléments du harcèlement moral dont il était victime, c'était que les collègues se moquaient sans cesse de son accent africain. C'est très clair, hein, ça apparaît très clair dans l'arrêt de la Chambre criminelle. Mais la moquerie liée à l'accent africain est un des éléments du harcèlement moral qui, par ailleurs, a été pénalement reconnu quand même à l'encontre de deux ou trois de ses collègues. Vous avez aussi un autre arrêt de la Cour d'appel de Paris, cette fois-ci de 2007, où là encore, hein, c'est un salarié d'origine africaine qui va malheureusement bénéficier à son avantage de la qualification de victime de harcèlement moral, euh, parce qu'il subissait là encore certaines railleries en raison de son accent. Et son accent africain faisait que, alors, les gens disaient, mais non, c'est de la blague, c'est de l'humour, etc. On peut très très bien avoir une ambiance chaleureuse, etc. Et la Cour d'appel dit, oui, on peut avoir une ambiance chaleureuse, mais l'ambiance chaleureuse n'interdit pas de penser que vous n'avez pas à avoir cette attitude moqueuse envers l'accent de quelqu'un. Puis d'abord, vous vous entendez pas. Les étrangers trouvent que vous aussi, vous avez sans doute un accent que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Alors, il y avait en plus, dans cette affaire, un rapport de l'inspection du travail, puis des témoignages qui ont montré que les moqueries incessantes subies par ce salarié d'origine africaine ont eu des conséquences sur sa santé. Il arrivait au travail, la boule au ventre, à reculons, il dit on va encore se foutre de moi, et il n'osait même plus ouvrir la bouche, quoi. Hein, c'est une vraie difficulté. Également, un arrêt de la Cour d'appel de Pau de 2011, où là, c'est l'accent arabe de quelqu'un qui est moqué. Et alors, ça participe d'un délit qui était lié au harcèlement moral et aux injures racistes par ailleurs, mais c'est un des éléments de fait qui ont contribué à la qualification retenue par les juges. Donc voilà, on a quand même du contentieux, hein, qui relève du pénal en particulier, mais pas seulement, mais notamment, lorsque l'accent, la langue, est l'objet d'une moquerie qui participe ou d'injure ou de harcèlement en entreprise. Alors, élément d'identification, mais pas de stigmatisation, élément d'intégration à la communauté de travail. Vous savez que depuis la loi Toubon de 1994, eh bien, il y a une obligation d'emploi du français dans l'entreprise et notamment pour tout un ensemble d'informations que le salarié doit donner, que l'employeur, pardonnez-moi, doit donner au salarié. Et il y a tout un ensemble d'obligations qui s'imposent à lui, d'informations et autres, qui supposent la maîtrise de la langue française. Alors,
À tout seigneur, tout honneur, comment ne pas le dire, le contrat de travail, bien entendu, établi par écrit, est rédigé en français, bien entendu. Et si d'aventure, il n'y a qu'un terme étranger pour désigner quelque chose, ben, il faut trouver une explication avec une périphrase en français pour le faire comprendre. Alors on trouve ça parfois dans certaines descriptions de poste ou parfois dans certains éléments de calcul de rémunération. On y reviendra tout à l'heure. Alors si vous avez un salarié qui est étranger et que le contrat écrit est en français par hypothèse, il a le droit de demander une traduction de son contrat dans sa langue. Étant entendu que si contentieux il y a demain, les deux textes, la version française et la version espagnole, anglaise, que sais-je, eux feront également foi en justice. Et si d'aventure il y a discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. Et ça, je trouve ça très très intéressant. On revient à la langue de l'étranger pour lui opposer des règles qu'il ne peut pas ne pas comprendre, puisque par hypothèse, c'est sa langue. En revanche, on ne saurait dans ce cas-là lui opposer la version française du contrat, encore une fois, s'il y a discordance, hein, ce qui est quand même assez rare dans ce genre de choses. Alors, il n'y a pas que le contrat de travail. Il y a tout un ensemble de documents dont le Code du travail nous dit dans l'article 13.21.6 que dès lors qu'ils comportent des obligations ou des dispositions dont il faut que le salarié ait connaissance, ben, ils doivent être rédigés en français. D'accord? Alors, il y a une exception. C'est tous les documents qui sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Ce qui fait que dans les hypothèses un peu limites, on vérifie toujours que le document en question était ou pas reçu de l'étranger. S'il n'était pas reçu de l'étranger, ben, il doit être en français. S'il est reçu de l'étranger, ah, là, c'est pas pareil. Ou s'il est destiné à des étrangers. Mais en dehors de ces hypothèses, c'est la langue française qui s'impose. Alors particulièrement en matière de rémunération, qui repose sur des objectifs. Lorsque les objectifs qui permettent de connaître la rémunération sont rédigés en anglais, ils sont inopposables aux salariés. La Cour de cassation l'a dit dans un arrêt de 2011. Aucune traduction ne lui avait été donnée, aucune opposabilité. On ne peut donc pas le sanctionner ou le licencier pour ne pas avoir atteint des objectifs qui avaient été définis et déterminés dans la langue anglaise, en l'occurrence. Ça lui était totalement inopposable. Vous avez la même chose dans un arrêt plus récent de 2017 où vous aviez des objectifs. Alors là, dans cette affaire, je dis une bêtise, pardonnez-moi. Il y avait d'abord une version anglaise, mais ensuite l'affaire a été rattrapée rapidement et on a eu une version française. Donc, ce qui fait que les juges ont dit que là, dans ce cas-là, l'employeur était au clair avec le texte. Simplement, c'était la version française avait été finalement diffusée sur le site intranet de l'entreprise. Et les juges ont considéré que ça compensait la version anglaise qui avait été dans un premier temps donnée. Et donc, l'employeur ne pouvait pas se voir reprocher quoi que ce soit. Alors, j'insiste sur ces exigences d'utiliser le français prioritairement. Cela vaut même si l'activité de l'entreprise a un caractère international. Le fait que l'entreprise relève d'un groupe international n'est pas une excuse au fait que les objectifs ne seraient pas donnés en français. Ils doivent être en français. D'accord? Alors, vous avez comme ça beaucoup de jurisprudence sur les documents qui fixent des objectifs. C'est souvent lié à des rémunérations qui sont rédigées en anglais. La règle, c'est toujours l'inopposabilité. Hein. C'est beaucoup d'arrêts le disent. Je vous ai mis quelques arrêts dans mon support. Alors, le contentieux est un contentieux de rappel de salaire. Il y a une rémunération variable, mais on en vient finalement à connaître les éléments de calcul de la variabilité de la rémunération et on en vient à voir que ces éléments sont dits dans la langue anglaise et donc sont-ils ou ne sont-ils pas opposables. C'est comme ça qu'on arrive à la langue, si j'ose dire. C'est l'entrée dans les choses. Voilà, je vous ai rappelé ça. Je vous ai simplement mis les arrêts que j'évoquais en les développant un tout petit peu. Alors, vous avez aussi un certain nombre de textes qui s'intéressent à cette catégorie que sont les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France. Donc, l'entreprise n'est pas en France, le salarié est détaché en France. Et dans ce cas-là, la loi et la partie réglementaire du Code du travail imposent que tous ces documents soient traduits en langue française, ils ont vocation à être utilisés sur le territoire national. Vous avez un certain nombre de dispositions, hein, je vous en les rappelle ici, qui le rappellent. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas oublier cette affaire et ça me permettra de faire ma transition. Le règlement intérieur est aussi rédigé en français. Alors, il peut être accompagné de traductions en plusieurs langues, hein, langues étrangères, d'accord? Et les documents qui auront finalement la couleur du règlement intérieur, même s'ils ne l'étaient pas au départ, subissent le même sort. Ça s'impose évidemment, puisque la règle d'hygiène, sécurité et de discipline, bah, c'est a priori rédigé en français, même s'il peut y avoir des versions anglaises dans d'autres cas. Vous avez évidemment tout un ensemble de dispositions concernant les salariés étrangers.
Je vous fais grâce du régime, le visa, l'autorisation de travail. Laissons ça de côté, c'est pas le sujet de la matinée, c'est trop compliqué. Mais parmi les éléments qui permettent à un salarié d'accéder à un emploi de salarié en France, on vérifie sa volonté de s'y installer durablement et il doit attester d'une connaissance suffisante de la langue française, laquelle est sanctionnée par une validation des acquis d'expérience, où il doit s'engager à acquérir, après son installation en France, la langue française. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas forcément une condition préalable, ça peut être une condition qu'on vérifie après coup, même si les circulaires récentes imposent davantage encore la maîtrise du français que jadis. C'est quand même ça ce que dit le Code du travail. Il donne un temps de connaissance et d'adaptation. Alors vous avez évidemment toutes les offres d'emploi elles-mêmes qui sont soumises aussi à cette référence ou non à la langue française. Alors là, pour le coup, il s'agit simplement d'interdire les annonces, quel que soit, j'allais dire, le support, qui comportera un texte rédigé en langue étrangère. Il faut, en France, que les textes soient rédigés en français. Et si d'aventure, encore une fois, on a besoin d'un terme étranger pour définir une fonction, une rémunération, ben, il faut qu'il y ait une traduction française ou au moins une expression française qui dise ce que veut dire l'expression anglaise d'origine. Vous avez tout un ensemble de dispositions dans le Code du travail, dans la sixième partie sur la formation professionnelle. Et vous avez beaucoup d'apprentissage de la langue française, les luttes aussi contre l'illettrisme dans le milieu professionnel, c'est très important. Et on sait que l'illettrisme, contrairement à une légende urbaine, ne vise pas que les fonctions ou les professions ou les niveaux hiérarchiques modestes en entreprise. Vous avez des gens qui peuvent avoir des fonctions qui ne sont pas modestes ou d'exécution et qui maîtrisent mal le français. Je sais qu'on organise des sessions de français et de lutte contre l'illettrisme à propos d'employés, voire de cadres d'entreprises dans certaines entreprises. Hein. C'est quelque chose qui paraît fou, mais qui est tout à fait réel. L'obligation d'adaptation de l'emploi du salarié que la jurisprudence a créée en 92 et qui est dans le Code du travail intègre aussi les formations à l'acquisition de la langue française pour ceux qui ne sont pas français ou qui ne le maîtrisent pas, ou de même que contre l'illettrisme. D'accord? Je vous renvoie au CESEDA qui, encore une fois, permet d'avoir des formations linguistiques pour intégrer les salariés. Et puis toutes les dispositions du Code sur les connaissances et compétences professionnelles. Alors ça, c'est assez austère à lire, mais dans lequel, parmi les éléments de connaissances de base et de compétences professionnelles qu'on peut attendre d'un salarié, il y a la communication en français. Hein, cette expression mériterait qu'on s'y arrête, mais je n'ai pas le temps, qui sont expliquées dans plusieurs de ces dispositions. Alors, si je sors un tout petit peu du salariat et que j'arrive vers les travailleurs des plateformes, qui sont plutôt des indépendants, ben vous savez qu'on a un peu copié le droit du travail pour l'appliquer à des indépendants, y compris d'ailleurs en leur parlant d'un droit de grève qui ne dit pas son nom. Mais là, en l'occurrence, il y a des négociations collectives, il y a des accords collectifs, et on retrouve pour les travailleurs des plateformes ce qu'on attend pour les salariés. L'accord, à peine de nullité, est un acte écrit. Il est rédigé en français, et toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable aux travailleurs en question. Donc là, c'est une sorte de rappel de ce genre de choses. J'aborde ma dernière partie, je vous rassure, j'ai presque terminé, je ne sais plus où j'en suis dans mon temps, mais je dois être limite. Cette langue maîtrisée, non seulement c'est un élément d'intégration, de participation à la communauté, mais c'est aussi un élément qui contribue à la santé et à la sécurité lorsqu'une langue est maîtrisée. Langue française ou pourquoi pas une autre langue. Alors d'abord, ça contribue à la santé physique et mentale, la maîtrise d'une langue. Et je l'ai vu parce que j'ai examiné un certain nombre de rapports de médecins du travail ou également d'accords collectifs qui ont été négociés dans certains secteurs. Et on s'aperçoit que les salariés français sont confrontés dans certaines entreprises à l'introduction d'expressions anglo-saxonnes qui sont source d'incompréhension et même facteurs de stress. Alors moi, je l'ai vécu quand j'étais avocat pendant une douzaine d'années. Dans les cabinets où j'étais, il y a une mode à parler anglais pour des mots de la vie quotidienne. Ça n'est pas gênant, mais ça n'est pas toujours très clair. Alors, il y a aussi un peu de snobisme à employer un terme anglais plutôt qu'un terme simple, hein, d'accord? On a un call à 10 heures, j'espère que tu as bien préparé ton draft. Ça fait bien de dire les choses plutôt que de dire est-ce que tu as préparé ton petit brouillon parce qu'on a une réunion à 10 heures, ce qu'on comprend très bien quand même. Et ça ne fait pas vous un avocat de meilleure qualité. Mais que voulez-vous? Laissons de côté cette vanité toute humaine. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des expressions qui mettent les gens dans l'incompréhension et qui les stressent. Et vous avez un accord, AXA, de prévention du stress, qui date déjà du 29 mars 2010, dont l'une des dispositions s'intéresse à la maîtrise de la langue et surtout à l'idée qu'il faut prévenir le stress en favorisant le plus possible l'utilisation du français et la traduction en français de tous les mots et expressions qui ne sont pas français. Et vous avez dans cet accord une commission dite de terminologie qui est en charge d'assurer le respect de l'utilisation du français et la traduction en français de tout mot et expression dont elle est saisie.
Et les travaux de la commission en question s'inscrivent dans le cadre de la prévention du stress. Alors évidemment, si tel ou tel d'entre nous maîtrise une ou deux langues étrangères assez bien, on peut regarder ça avec un peu de hauteur en se moquant, mais pas du tout. Il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout à l'aise face aux langues étrangères et qui se sentent isolés, perdus et dans une situation de mal-être. C'est quelque chose qui mérite, à mon avis, d'être respecté. Vous avez d'ailleurs, à cette même époque, la CFE-CGC, dont l'Observatoire du stress avait indiqué que 25% des cadres français interrogés subissent une contrainte permanente par l'utilisation d'une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Et cet observatoire disait que l'utilisation de l'anglais peut être un facteur de stress, d'exposition à des risques d'accident ou de limitation dans la circulation de l'information. Alors on arrive à la sécurité, j'y parlais déjà par anticipation avec mon règlement intérieur, mais j'y viens encore plus. L'usage d'une langue imparfaitement maîtrisée comporte des risques sur le plan de la sécurité, des risques d'accident du travail extrêmement graves. Alors vous avez une affaire que vous connaissez tous, évidemment, c'est l'hôpital d'Épinal. Cet établissement reçoit à la fin des années 90 de nouveaux appareils de radiothérapie. Les logiciels ne sont disponibles qu'en anglais. Alors, il y a une formation qui a été donnée aux utilisateurs en anglais. Tout le monde croit comprendre. Résultat, 5000 personnes ont reçu 100 fois la dose qu'elles auraient dû recevoir. 5 sont décédés. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne comprenaient pas bien l'appareillage, la signalétique, les termes anglais utilisés et se trompaient sur le dosage. Donc, il y a eu des conséquences extrêmement, extrêmement graves dans ce genre de situation. Alors, si je regarde le Code du travail en termes de sécurité, alors on arrive dans les rubriques qui sont extrêmement austères, mais je vous dis simplement qu'elles existent. Vous avez tout un ensemble de mesures concernant les machines en entreprise, avec l'utilisation des notices d'instruction qui doivent être en français. Alors, s'il y a une notice originale d'une langue étrangère, il faut une traduction dans la langue française. C'est fondamental en termes de sécurité pour l'utilisation des machines. Vous avez des mesures spéciales sur les fameuses notices d'instruction qui doivent être en français ou, si dans une langue originelle, traduites en français. Les équipements de protection individuelle, bien entendu, qu'ils doivent aussi être accompagnés de notices explicatives en français, parce que c'est extrêmement, extrêmement important de savoir comment utiliser certaines combinaisons, même certains casques de chantier se posent pas aussi simplement qu'on pourrait le penser. Donc, je vous fais grâce de toutes les mesures. Et en guise de conclusion et d'ouverture, il n'y a pas que le code du travail. Dans le code de commerce, les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Intéressant. Dans le code de procédure civile, on nous rappelle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure lui-même et un juge ne viole pas du tout l'article 6 de la CEDH. Il est fondé dans l'exercice de son pouvoir à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère s'il n'y a pas la traduction en langue française. Et ça imposerait ici que je fasse un détour par l'application du droit étranger, mais c'est un autre sujet. Vous avez dans le Code de procédure civile le fait que les débats sont publics, mais que, l'article 23, le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Il y a même une disposition concernant les personnes qui sont sourdes. Et donc, la maîtrise de la langue à l'oral peut très bien ne pas être française dans certaines circonstances. Et moi, j'ai vu une audience en 2008, je venais de prêter serment comme avocat, et bien qu'avocat à Paris, il se trouve que cette audience avait lieu au Conseil de prud'homme d'Angers. C'est une coïncidence. Et je me souviens très très bien qu'il y avait un salarié qui ne parlait pas bien français, et il s'exprimait dans sa langue, et le juge disait, ça va, je vous comprends. En fait, le salarié était d'Afrique du Nord et le juge, que je connaissais très, très bien, c'est un juge qui n'est plus en poste à Angers, mais il était pied noir d'origine. Hein, et ben, il connaissait bien plusieurs dialectes arabes, ce qui fait qu'il a parfaitement compris le salarié qui s'exprimait. C'est un truc extraordinaire. Il était presque même le seul à le comprendre. Alors les avocats disaient qu'est-ce qu'il a dit, donc ça va, c'est une situation assez loufoque. Mais en l'occurrence, il avait le droit de le faire, on ne pouvait pas lui reprocher. Bon, ouais, il faut quand même écrire le jugement en français, je vous le rassure. Mais si on doit citer quelqu'un, il faut peut-être le citer dans sa langue et le traduire ensuite. Je peux l'imaginer. Bon, je vous renvoie comme ça à toutes ces exigences de la langue française dans le procès, qui ne s'imposent que pour les actes de procédure, mais pas pour le reste. Hein. On peut très bien prendre en compte les choses. Et puis enfin, il y a des métiers, il y a des secteurs où la langue anglaise est obligatoire pour des raisons de sécurité. Alors c'est un vrai débat. Je pense à la sécurité aérienne, j'arrive à un instant. L'anglais est utilisé dans l'aéronautique internationale et c'est un élément de sécurité, mais qui est très critiqué et très contesté. Vous avez une partie de l'Amérique latine qui conteste l'usage de la langue anglaise parce que certains disent qu'ils ont du mal à parler anglais et pas simplement. Vous avez aussi des pays qui sont en Inde, autour de l'Inde,
pardonnez-moi, qui contestent aussi l'utilisation de l'anglais. Ils trouvent que c'est une langue qui n'est pas facile à prononcer, qui n'est pas facile à comprendre. C'est la même chose aussi pour certains ressortissants de pays asiatiques. Donc l'idée de la langue anglaise dans l'aéronautique ne fait pas l'unanimité et c'est très grave parce que quand on comprend mal la langue, on a un problème de communication avec la tour de contrôle et sans doute les moins jeunes d'entre vous se souviennent de ce dramatique accident qui a eu lieu à Tenerife en 77, plus de presque 600 morts, deux avions qui se sont percutés au sol. Alors, il y avait des conditions météo épouvantables, mais aussi un problème de communication avec la tour de contrôle. Et à l'époque, Los Rodeos, qui est toujours un aéroport qui existe à Tenerife, mais maintenant il y a un aéroport international un peu plus loin, il n'était pas du tout fait pour des gros avions. Il a été accessoirement utilisé parce que on avait demandé à deux avions de se détourner sur Tenerife parce qu'il y a eu une alerte à la bombe dans une autre île des îles Canaries. C'est comme ça. Bon. Et donc ces deux avions se retrouvent là. Et il y en a un qui était en train de faire une manœuvre et l'autre qui était en train de décoller. Et avec le brouillard, il ne l'a pas vu. Rien ne serait arrivé si c'était bien compris avec la tour de contrôle. Or, concrètement, ben, on lui disait d'aller sur la voie principale et de tourner à la troisième voie à gauche. Et on ne savait pas s'il avait entendu la première ou la troisième voie, first ou third. S'il avait pris la première voie, il aurait évité l'autre qui décollait. En prenant la troisième voie, il était encore sur la même ligne au moment du décollage et il y a eu plus de 580 morts. Donc, l'une des causes de l'accident, c'est la mauvaise compréhension de l'anglais avec la tour de contrôle. Vous avez eu un autre accident aussi, mais je n'ai pas retrouvé les sources, mais je suis sûr qu'il existe, entre right et right. Donc, on the right side et right, all right, bien, ou right à droite. Il y a eu comme ça une incompréhension entre le prononcé d'une langue, entre la tour de contrôle et le pilote. Donc, les règles de sécurité aérienne imposent l'emploi de la langue anglaise, mais les linguistes nous enseignent que l'anglais n'est pas une langue facile à prononcer pour tout le monde. Tous les peuples de la Terre ne le maîtrisent pas. Rendez-vous compte, nous, Français, on a à peu près 35 phonèmes et les Anglais en ont déjà 46. Mais il y en a qui en ont beaucoup plus que nous. Beaucoup plus. Alors, évidemment, il y a une solution, c'est de préférer le cinéma muet. Mais là, c'est autre chose et je vous laisse avec Charlie Chaplin et Lorraine Bacall. Pas Lorraine Bacall, pardonne-moi, Paulette Godard. Voilà, j'ai terminé.